On s'interroge sur la justice également. Gérald Darmanin réclame un changement radical du code pénal pour les agresseurs. Les homejacking, c'est devenu, on en parle tout le temps. Moi, je vais vous faire la liste non exhaustive des personnalités qui en ont été victimes. Il y a Vita, il y a Cyril Lignac, il y a Jean-Luc Reichmann également. Il y a Anne-Sophie Lapix aussi qui avait une tentative de homejacking, mais pas que les personnalités. Philippe Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Votre famille a été victime d'un très violent homejacking. Ça s'est passé il y a une semaine, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à Paris. Oui. Racontez-nous d'abord comment ça s'est passé, parce que je crois que ce homejacking s'est produit en pleine nuit. 3h du matin, ma femme, sa fille, notre fille, puisque je considère ma belle-fille comme ma fille, une amie de ma fille, les deux 15 ans, tout le monde dort. 3h du matin, des deux individus commencent à taper dans la porte. Ça ne réveille personne. Tout le monde intègre ça, a priori, dans la maison avec un petit peu de recul, dans un rêve. Tiens, ça tambourine, c'est peut-être des explosions dues au match. Voilà. Les gens qui fêtent, qui cassent des voitures, peut-être que ça explose, voilà. Et à un moment donné, on a une plus grande fille et on se dit, ma femme se dit, peut-être que c'est elle qui est qui a du mal à ouvrir la porte. Je vais aller voir. Elle ouvre la porte de la chambre. Et vous n'étiez pas là ce soir-là, hein? Je n'étais pas là, bien malheureusement. Oui, bien malheureusement, ni nos chiens, ni moi. Et elle ouvre la porte et elle se retrouve face à deux individus cagoulés. Elle se met directement à hurler pour réveiller nos filles, les filles qui dorment. Et la réaction de ces deux barbares, c'est de frapper ma femme à demi-nue, à coups de masse qui avait servi à casser la porte. Mais ça ne suffisait pas. Elle a pris une volée de coups de poing au visage, derrière la tête, sur les côtés. Elle est tombée dans son lit. Là-dessus, ils se sont engouffrés dans la chambre. Il y avait des bijoux dans la salle de bain. Ils ont raflé tout ce qu'ils pouvaient. Pendant qu'elle recevait des coups, elle hurlait en demandant d'arrêter puisqu'elle avait mal. Je suis désolé parce que ça me remonte en fait. Les deux filles ont été réveillées par les hurlements de douleur de ma femme. Et elles ont eu le réflexe, je ne sais pas comment, à 15 ans, d'appeler la police. Alors, elles se sont mélangées les pinceaux, elles ont appelé les pompiers, le 15, enfin bon. C'est le 17, la police. Il faut vraiment que tout le monde enregistre le 17. Il faut vraiment le dire aux enfants. Là-dessus, étant donné que l'opérateur ne comprend pas l'adresse, il fait répéter. Elles sont cachées. Elles essayent du moins de se cacher. Et un des deux entend du bruit et va dans leur chambre. À ce moment-là, ma femme réalise, elle ne peut rien faire, elle peut à peine respirer tellement elle a pris de coups. Elle est nue sur son lit. L'autre qui reste commence à lui dire, est-ce qu'il y a un coffre? Évidemment, elle réfléchit pas, elle dit oui. Elle reprend des coups gratuits, ouvre le coffre. Elle dit oui, bien sûr. Elle prend son sac. Ça ne va pas assez vite. Elle reprend une volée de coups. Elle ouvre le coffre et elle vide le coffre et lui donne les choses qu'il dispose sur le lit. Ma femme ne pense que à l'autre individu qui est monté. En parallèle, donc, il monte. Il se met à gueuler sur les filles en leur demandant si elles ont appelé la police. Et je ne sais pas d'où elles sortent ce courage. Je suis admiratif de ma fille et de sa copine. Elles mentent. Non, on n'a appelé personne. Une des deux montre son téléphone, il le prend, il le jette. Et finalement, les secours qui étaient au bout du fil entendent ce qui se passe. Ce qui doit déclencher vraisemblablement une alerte massive auprès des services de police que je remercie de leur réactivité. On va les entendre aussi, les policiers. Éric Henry est avec nous, délégué national d'Alliance Police Nationale. Et cette espèce de raclure demande à ma femme de descendre chercher un sac poubelle. Donc elle descend nue,
ramasser pour mettre son butin. À ce moment-là, le deuxième comparse réalise que vraisemblablement la police a été appelée. Et ma fille entend frère, ils ont appelé la police, ramasse le marteau, la police arrive et prennent la fuite, accompagnée de ma fille qui descend pour s'assurer qu'ils ne vont pas revenir finir ma femme. Voilà. C'est évidemment un moment épouvantable. Ça dure entre 15 et 20 minutes et personne n'intervient. Y compris les voisins. Évidemment, ce récit est épouvantable et c'est très bien que vous témoignez, Philippe Jean-Louis, que vous ayez le courage de témoigner. On va entendre Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale, dans un instant, qui a écouté le témoignage de Philippe Jean-Louis. On va échanger avec lui, la police est très important. Et puis donner peut-être des conseils. Je voudrais que Éric Henry donne des conseils à tous ceux qui nous écoutent en cas de homejacking. Et c'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h25. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je suis toujours avec Philippe Jean-Louis, dont la famille a été victime d'un très violent homejacking il y a une semaine à Paris. Vous étiez évidemment très ému en nous racontant le déroulé des faits, d'autant plus que vous avez été auditionné. Votre femme a été auditionnée également. Combien d'heures d'audition ? Je crois qu'on est entre 10 et 11 heures en 3 fois. C'est énorme. Et chaque audition, j'ai droit à exactement tous les détails des coups qui ont été portés gratuitement, les moments où ma femme a demandé que ça s'arrête, le moment où elle a entendu « on va te tuer », maintenant ou tout à l'heure, et tout ça entendu par ma fille. Je sais pas, on est projeté en fait dans un état de barbare. Je pensais vivre dans une cité au sens noble, et en fait je vis entouré de barbares, seul, en pleine nuit. Ma femme se fait agresser et personne ne réagit. Personne, aucun voisin. Il y a un voisin qui a eu tellement peur, il a eu le courage d'appeler le 17, point barre. Il n'a pas eu l'idée d'aller crier dans la rue, de faire. Les gens se plaignent quand il y a des gens qui font de la musique et du bruit, mais à 3 heures du matin, quand on défonce une porte blindée et qu'il n'y a personne n'entend rien. Je comprends votre colère. Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale, bonsoir. Bonsoir. Vous avez évidemment entendu les mots de Philippe Jean-Louis, qui est extrêmement marqué par cet événement extrêmement violent dont sa famille était victime il y a une semaine. Le récit et le déroulé de ce homejacking vous surprend-il, Éric Henry ? Le témoignage de monsieur est édifiant, il est terrible. Et je lui apporte mon soutien, ainsi qu'à sa famille, et évidemment toute ma compassion. Alors malheureusement, oui, ce que vient de raconter monsieur arrive malheureusement assez souvent lorsqu'il y a commission d'un homejacking, parce qu'on a affaire souvent à des jeunes de 14 à 25 ans, plutôt que même 14-20 ans, qui sont extrêmement violents, qui sont souvent connus pour des faits de droit commun, multirécidivistes, issus des quartiers sensibles de banlieue, qui veulent gravir les échelons pour essayer d'aller dans le banditisme, pour essayer de se faire reconnaître. Mais alors, effectivement, ils font preuve d'impulsivité, ils ne sont pas assurés et ils utilisent une violence inouïe, décomplexée et totalement, évidemment, inutile, parce que l'objectif, c'est de terroriser les victimes. Dans quel but, ou les proches, malheureusement. Dans quel but de terroriser ? Parce que là, effectivement, monsieur Jean-Louis racontait que sa femme n'a opposé aucune résistance. Pourquoi frapper à ce point, tabasser les gens ? Avec une masse. C'est la Bien sûr, que ce soit par des masses, des tasers, des pistolets à impulsion électrique, ça s'est déjà vu, marteau, club de golf, avec des serflex. C'est une violence gratuite, une violence qui est faite pour déshumaniser, qui est faite pour humilier et également pour se faire remettre les objets qu'ils sont venus chercher. Mais ces gens-là ne sont pas, je dirais, des gens éduqués, pardonnez-moi l'expression, ce sont des barbares, vous l'avez dit monsieur, et je vous rejoins, ce sont des gens qui n'ont aucune règle, aucun humanisme, et qui viennent tout simplement pour se servir, et se servir à tous les niveaux.
Et se servir à tous les niveaux. Éric Henry, peut-être, avant de parler de la question de la justice, puisque Gérald Darmanin réclame un changement radical du code pénal, parce que ces personnes, une fois qu'elles sont attrapées, ne sont pas assez sévèrement sanctionnées, parce que nous ne disposons pas des outils légaux. Mais Éric Henry, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous donneriez en cas de situation similaire? Alors, le premier facteur essentiel, c'est d'éviter de s'afficher sur des réseaux sociaux. C'est pas le cas. Oui, Et éviter d'afficher son train de vie. Là, c'est pas le cas, bien sûr, parce qu'il y a deux profils. Il y a les homejacking au préjudice des personnalités. Et il y a les homejacking au préjudice, je dirais, d'anonymes, pardonnez-moi l'expression. Oui, bien sûr. Qui représentent un intérêt pour les auteurs parce que pour eux, ils vivent dans des endroits cossus, dans de belles villas ou de belles maisons, et ce qui est synonyme d'aisance financière. Ouais. Donc, pour les personnalités, et globalement, on peut quand même aussi se l'approprier à soi-même, c'est d'éviter de s'afficher sur les réseaux sociaux, son train de vie, mettre ses objets de valeur, par exemple, parce que, évidemment, les auteurs des homejacking repèrent leur cible de cette manière. Et les internautes, ceux qui mettent, qui parlent qui exhibent leur vie, entre guillemets, sans s'en rendre compte, donnent des indices sur leur lieu de vie. La manière d'y accéder, etc., etc. Donc, il y a effectivement ça. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui repèrent dans des villes, dans des quartiers cossus, des maisons, et qui après passent à l'acte. Il y a aussi une sorte de passage d'information, un petit peu comme une sorte de pôle emploi où on se communique de bande à bande quelques filons entre guillemets. Et troisième chose, il y a aussi des commanditaires. Donc des commanditaires qui repèrent des maisons et qui envoient des jeunes. Tout est bien cloisonné pour rendre plus difficile le fait de remonter jusqu'au commanditaire. Alors ça, c'est bien évidemment la première des choses, faire attention à ne pas exhiber sa vie sur les réseaux sociaux, mais malheureusement on est obligé aussi de se bunkeriser, et vous l'avez pourtant bunkeriser Mais ma femme va quand même pas devoir porter un voile intégral pour sortir de chez elle et aller travailler quand même. Non, on ne demande pas tant. Non, pas du tout. C'est pas ce que dit Éric Henry, mais effectivement, là, c'était aussi un cas différent, parce qu'il n'y avait pas d'exhibition sur les réseaux sociaux, mais comment se protéger à l'intérieur de son domicile? À l'intérieur de son domicile. Donc alors, et c'est sûr, malheureusement, monsieur, mais je vous rejoins, évidemment que c'est scandaleux, c'est qu'on est obligé de se bunkeriser dans cette société, se barricader, parce qu'on a affaire à des barbares qui veulent prendre ce qu'ont les autres. Alors, ça s'appelle une razzia. Télésurveillance, ça s'appelle une razzia, bien sûr, mais nous condamnons, on le voit malheureusement trop souvent. Donc, les systèmes de sécurité, entre guillemets, avancés comme une alarme avec télésurveillance, les caméras de surveillance, des serrures renforcées, et vous en avez parce que vous avez une porte blindée. Donc, c'est une vigilance aussi quotidienne. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus, et je vous rejoins, je comprends votre colère. La participation citoyenne, les voisins vigilants qui auraient pu intervenir sans se mettre en danger en appelant tout de suite le 17. Voilà toute une série, mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de règles. C'est toute une addition de sécurité pour essayer de limiter, mais malheureusement, votre cas, monsieur, démontre que quand on a affaire à des barbares, ils font tout pour pouvoir rentrer, pour pouvoir commettre leurs crimes. Et là, en l'espèce, on peut quand même dire que vos voisins auraient pu, sans se mettre en danger, intervenir et appeler la police plus tôt. Ça, c'est certain. Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale, Gérald Darmanin réclame un changement radical du code pénal. À quel point c'est nécessaire, selon vous? Vous savez, là, je prends l'exemple de monsieur, ce qui est arrivé à sa famille, qui est gravissime, un crime. Là, on est à minima à 20 ans, et la peine encourue est à minima de 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans. Donc là, il n'y a pas besoin de changer le code pénal. Par contre, ce qui est certain, et ce qu'attendent les Français, ce qu'attendent monsieur... Même si ce sont des mineurs, parce que semble-t-il, d'après les témoignages, ils n'étaient pas bien vieux. On était sur les profils que vous nous décriviez avec des mineurs. Il y a alors, pour la tranche 13-16 ans, il y a l'excuse automatique de minorité, c'est-à-dire qu'une peine encourue de 20 ans, sera divisée par 2, soit 10 ans. Et nous, d'ailleurs, Alliance Police Nationale, on demande la fin, justement, de l'excuse automatique de minorité, l'écartement de celle-ci, parce que quand on a 13, 14, 15 ans, on fait la différence entre le bien et le mal. On sait ce qu'on fait. Et à partir de là, on doit être sanctionné. Et c'est la certitude de la peine au-delà d'une réforme législative, justement. C'est cette certitude de la peine. C'est-à-dire que on doit prendre en compte les victimes. On doit les protéger. La première des obligations d'un État de droit, c'est le droit à la vie. La deuxième, c'est de protéger les citoyens. Et les victimes, on n'en parle jamais. Donc la certitude de la peine dans les prisons
que ce soit plus un club med, excusez-moi l'expression, c'est que dans les prisons, on doit être extrêmement rigoureux avec leur donner des obligations, que ce soit un châtiment, un réel châtiment, parce que le sens de la peine, c'est ça également, et qu'on revoie un petit peu tout ce système d'aménagement de peine, parce que ça favorise l'impunité. Ça favorise l'impunité, oui. Autre chose aussi, oui. madame, oui. si vous permettez, par rapport à Gérald Darmanin aussi, il le sait, le garde des Sceaux, c'est que il a aussi affaire à des adversaires politiques parmi certains magistrats. Ouais. Je vais nommer clairement le syndicat de la magistrature. Ouais. 30% aux dernières élections professionnelles. C'est ce syndicat de la magistrature qui est le symbole du laxisme et qui ne protège pas la société en ne sanctionnant pas fermement et de façon impitoyable les auteurs des crimes et délits. Merci beaucoup Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale. Philippe Jean-Louis, merci beaucoup pour votre témoignage. Évidemment, on a une pensée pour votre famille. On espère évidemment, et ça prendra certainement du temps, que votre famille va se remettre le plus rapidement possible de cet événement traumatisant. Mais c'était important d'en parler ce soir. Voilà, je voulais dire aux auditeurs d'Europe 1 que c'était important effectivement d'entendre ces témoignages, ces homejacking. Faites extrêmement attention. Voilà, il faut se protéger. Voilà, on en est là, c'est ce que disait Éric Henry, il faut se protéger. Merci infiniment en tout cas d'être venu sur le plateau d'Europe 1 ce soir, il est 19h41.